musicians, writers, and other artists. Bienvenue à Radio Anthropocène, avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon. L'image montre le cadavre partiellement éviscéré d'un homme tordu en vrille. La tête regarde à gauche et le bassin est tourné vers la droite. L'estomac et l'angle duodéno-jéjunal ainsi que les côlons transverses, descendants et sigmoïdes sont toujours en place, de même que les reins, le cœur et les viscères du cou. La trachée et les gros vaisseaux splanchniques sont bien visibles, même s'ils sont parfois difficiles à identifier à cause de la position relativement acrobatique du corps. L'ilium a été exarticulé de l'amphia-arthrose sacro-iliaque et le corps du pubis droit sectionné. L'hypothèse d'un dessin réalisé à partir de la dissection de plusieurs cadavres reste ouverte, mais la représentation d'après nature d'une seule préparation anatomique reste de loin la plus vraisemblable. Comme il était d'usage au XIXe siècle, la pièce anatomique, elle-même rendue de manière théâtrale, est placée dans un décor théâtralement idéalisé. Extrait d'un article écrit par le professeur Pierre Sprumont sur la planche 100 du tome 3 du traité complet de l'anatomie de l'homme de Bourgerie et Jacob, article publié sur le site internet bourgerie-jacob.fr consacré à l'analyse du dit traité anatomique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Aujourd'hui, on va parler d'illustration médicale avec Olivier Poncert, enseignant et responsable de l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du dessin évoqué et décrit en introduction par le professeur Sprumont, d'où est-ce qu'il vient ce dessin et dans quel cadre il a été réalisé? Alors oui, tout à fait. Donc c'est un dessin qui a été réalisé par Nicolas-Henri Jacob pour un atlas anatomique qui s'appelle Traité complet de l'anatomie de l'homme, avec l'anatomiste Jean-Marc Bourgerie. Donc il y a deux éditions de cet atlas. Une première édition chez Delaunay, qui a été éditée de 1831 à 1854, et une deuxième édition aux éditions Guérin, qui a été éditée, elle, de 1867 à 1871. Et donc effectivement, ce dessin est très intéressant parce que sur le site, on le présente dans ces deux versions, la version noir et blanc et la version couleur. Et donc, il est une forme de réflexion sur l'illustration anatomique, puisqu'il y a à la fois la dimension analytique, technique, avec des tas de petites annotations qu'on ne peut pas voir à la radio, mais qui sont bien présentes sur le dessin et qui renvoient à des légendes quelques pages plus loin. Donc ça, c'est la dimension très analytique de l'image anatomique. Et puis, il y a cette version qui est en couleur, mais déjà la version noir et blanc est très belle, entre guillemets. Et la version couleur est magnifique. C'est une version qui a été peinte à la main, en fait, par l'atelier d'enluminure de Madame Mantois. C'est une femme qui travaillait avec un atelier, uniquement des femmes dans son atelier, à la coloration de ces planches anatomiques lithographiées en noir et blanc. Et donc, c'est tout un travail qu'on a fait sur ce site pour mettre à jour, en fait, ce travail très particulier, mal connu, et notamment cette femme qui n'avait pas du tout sa place dans l'histoire de l'illustration anatomique. Le métier d'illustrateur médical est très ancien. On peut même dire quelque part que la médecine en tant que science, elle s'est en partie constituée avec le dessin. Notamment à travers le développement de la science anatomique et la constitution d'une discipline autonome qui est l'illustration anatomique, d'abord au XVe siècle, je crois, puis au XVIe et aussi donc après qui a continué à se perfectionner comme au XIXe avec ce traité complet de l'anatomie de Bourgerie et Jacob. Ma première question concerne en fait l'illustration anatomique aujourd'hui. Est-ce que
c'est une discipline qui existe encore et en quoi est-ce qu'elle diffère, au contraire, elle converge avec cette figure de l'illustrateur anatomique moderne telle qu'elle est incarnée par Nicolas-Henri Jacob, donc qui est l'artiste qui a réalisé cette magnifique planche dont on vient de parler. Alors c'est vrai qu'au sein de notre atelier, qui au départ a été créé sur cette logique de formation d'illustrateurs pour les chirurgiens. Aujourd'hui, c'est un atelier qui s'appelle donc didactique visuelle et qui s'est ouvert à beaucoup d'autres terrains d'exploration par le dessin. Mais c'est vrai qu'on a conservé des liens spécifiques avec la faculté de médecine et on forme des étudiants qui sont aguerris à l'observation de sujets médicaux ou anatomiques. Alors, est-ce que l'on peut dire que l'on forme encore des illustrateurs anatomiques? Je ne pense pas. Mais effectivement, on forme des étudiants qui ont cet intérêt pour la représentation du corps humain. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent de visualiser, d'observer le corps. Notamment, il y a cette banque d'images qui a été créée à partir d'un projet qui s'appelait Visible Man Project, Human Visible Man Project, qui était en fait un condamné à mort aux États-Unis qui a été coupé en tranches et chaque tranche a été scannée et ça a permis de constituer une banque d'images 3D extrêmement sophistiquée et qui s'est développée dans plein de directions. Et aujourd'hui, quand on veut observer un corps humain, on a ces modèles 3D sous la main. Mais ça reste extrêmement intéressant pour les étudiants et plus tard dans leur avenir professionnel qu'ils aient cette acuité de regard pour observer ce qu'on appelle la variété anatomique, puisque même si on a un modèle, une espèce d'image générique d'un cœur, d'un cerveau, de muscles, etc., que tout le monde possède d'une certaine façon, évidemment, mais on n'a pas tous tous ces éléments n'ont pas tous exactement la même forme, la même répartition dans le corps. Et donc, c'est cette variation anatomique qu'il est toujours très intéressante à observer. Et bien sûr, ça demande une forme de recul aussi sur le sujet, puisqu'on ne doit pas se laisser emporter par l'empathie, de la même façon qu'un chirurgien, quand il opère, ne doit pas penser à l'histoire de son patient, mais être dans une forme de réparation du corps ou de travail sur le corps comme une mécanique, plus que comme un être humain avec lequel il pourrait dialoguer. Et donc sur cette question en fait, de l'observation directe de la séance d'autopsie, en tout cas de voir le corps en vrai, je crois que certains de vos étudiants et de vos étudiantes ont participé aux Dissection Drawing Days qui sont organisés à l'hôpital universitaire d'Anvers, où donc si j'ai bien compris, parce que vous en parlez sur le site internet consacré à l'Atlas de Bourgerie et Jacob, donc c'est une sorte de workshop intensif d'anatomie humaine et donc les étudiants étaient conviés à réaliser des dessins pendant ce workshop et aussi à témoigner de cette expérience et ils évoquent la singularité de l'exercice qui est, on l'a compris en vous entendant, plus au cœur en fait de la formation de l'illustration médicale, mais qui reste un exercice. Et ils évoquent notamment la difficulté émotionnelle à se concentrer, mais aussi l'importance en fait de cette expérience incarnée. Vous, quels enseignements vous retirez d'un tel exercice pour la formation notamment? Oui, alors c'est vrai que dans le terme exercice, qui est parfois un terme rejeté dans les études d'art, moi c'est vraiment un terme auquel je tiens, puisqu'il y a vraiment cette notion de s'exercer, de s'entraîner puisque plus tard il faut avoir cette distance, cette capacité à dépasser son émotion, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc ce workshop dont vous parlez, c'est un workshop qui effectivement est organisé à Anvers et qui regroupe différents corps de métiers, d'expression. On a à la fois des écrivains, des philosophes, des poètes, des illustrateurs, des peintres. Et donc là, l'idée, c'est d'être confronté effectivement à la mort, à un corps. Alors ça existe, ça se fait aussi dans le cours des formations. Nos étudiants qui suivent les TP, les travaux pratiques d'anatomie à l'Institut d'anatomie normale, peuvent parfois
assister à une dissection d'une partie de corps, mais ce sont souvent des préparations qui sont entre guillemets, ce sont pas des cadavres frais, désolé hein, pour les termes, mais c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on nomme le support en fait sur lequel on va travailler. Donc voilà, donc ça existe aussi à Strasbourg, on le pratique. On a aussi fait ça dans le cadre d'un workshop à, à l'école vétérinaire de Maison-Alfort sur des grands mammifères lors d'une séance de dissection. Et donc encore une fois, cette observation, ce contact direct avec le corps, avec les émotions des odeurs, avec voilà, il y a les couleurs réelles qui peuvent évidemment tourner avec le temps, mais ce contact avec le réel, comme je le disais, il y a cette idée de variation anatomique qui me paraît un point central. Et après, il y a cette idée que effectivement, il va y avoir le travail d'analyse par le regard, puis par la restitution du regard par le dessin, qui fait qu'il y a ce travail de filtrage et ce travail de repérage de tous les petits éléments, tous les petits indices, etc. Donc il y a à la fois, c'est plaquer un savoir, parce que préalablement à ces workshops, il y a les cours sur la zone anatomique étudiée. Donc les étudiants ne viennent pas comme ça juste face à un corps et puis allez-y. Ils viennent là avec un regard aussi analytique. Donc ils ont tout un savoir qu'ils doivent confronter à la réalité de la zone qu'ils dessinent. Donc c'est à la fois une expérience sensible, une expérience de tous les sens, oui. C'est aussi évidemment quelque chose sur le rapport à la vie, la mort, voilà, la dégradation entre guillemets du corps une fois la mort arrivée. Donc il y a tous ces éléments de réflexion, mais il y a aussi cette idée de passer d'un savoir entre guillemets théorique à la réalité, l'application de ce savoir sur une observation, et après la capacité qu'on en a à la restituer par le dessin avec des systèmes de codes. Enfin, il y a des codes couleurs, il y a toute une série il y a toute une série de culture. Enfin, il y a une culture qu'il faut avoir de tous les codes qui sont utilisés dans la représentation anatomique. Vous dites au sujet de la formation en didactique visuelle sur justement le site de présentation de la formation que les étudiants sont amenés à devenir des auteurs à part entière, partageant et participant à une lecture sensible et critique du monde, et qui sont en fait des véritables créateurs. Est-ce que ce statut d'auteur et aussi la subjectivité qu'il suppose est compatible avec l'exigence d'objectivité scientifique du contenu médical ? Et c'est pour ça que l'exemple que vous avez, par lequel vous avez introduit notre échange est tout à fait intéressant parce qu'il contient en fait ces deux dimensions. Il y a à la fois la dimension, comme je le disais, notamment par le dessin noir et blanc, lithographique, la dimension analytique, technique, qui a déjà effectivement une facture d'auteur, mais on est vraiment dans l'analyse par le dessin. Et il y a la dimension sensible par la couleur. Donc là, on est vraiment dans cette addition de ces deux regards qui doivent être conjugués pour produire une image qui renouvelle le regard qu'on a sur l'anatomie. Et donc moi, j'ai coutume de dire que au-delà de ça, dans la formation, alors ça se pose particulièrement dans le domaine de l'illustration médicale, mais ça se pose en réalité dans tous les domaines. On pourrait faire une espèce de tableau en disant que d'un côté, on va s'adresser, tout dépend du public en réalité et du contexte d'usage des dessins, mais on va s'adresser par exemple, à des scientifiques ou effectivement à des chirurgiens, expliquer une procédure chirurgicale. Donc là, on va être dans un dessin où la dimension d'auteur, elle va être dans l'organisation des éléments. Si on représente par exemple des cellules ou des choses qui sont extrêmement codées dans leur représentation, on peut inventer sur des formes, renouveler des formes de visualisation, mais malgré tout, on va être dans un dessin extrêmement technique et la part d'auteur, elle va être plutôt dans la gestion de l'organisation des éléments graphiques. Et à l'inverse, si on va de l'autre côté de ce tableau qu'on peut visualiser comme une espèce de frise comme ça, si on va de l'autre côté de ce tableau, eh bien là, on va être dans le champ de l'illustration pour, par exemple, sensibiliser des enfants à la question du cancer ou sur des traumas plutôt psychologiques, où on va s'adresser à des femmes sur les conséquences
d'un cancer du sein, etc. Donc là, on va plus introduire, on va toujours être dans une forme d'apprentissage et on va faire passer des informations, mais on peut se permettre d'être plus dans une dimension d'auteur avec une forme de pathos finalement, et donc quelque chose qui tiendra de l'ordre de l'émotion, où on pourra jouer sur des styles graphiques peut-être plus variés, plus inventifs. Donc voilà, donc je sais pas si c'est clair, mais d'un côté, on est dans la technicité, avec une part d'auteur qui est dans l'organisation des informations, et de l'autre, on est dans l'approche plus sensible, plus expressive. Et là, il y a peut-être un peu moins d'informations, puisqu'on s'adresse à des publics, on est dans la vulgarisation, on s'adresse dans des publics peut-être moins initiés, et on va là, cette fois-ci, plus apporter une facture, une dimension vraiment d'auteur, là où on l'attend a priori en école d'art. On n'est pas toujours exercer en école d'art à se dire que la notion d'auteur, c'est pas forcément la facture, mais ça peut être la façon dont on organise les informations. On entend aussi dans ce que vous dites on prend la mesure aussi de l'ouverture et du large panel en fait que représente l'illustration médicale aujourd'hui. On n'est plus seulement dans l'illustration anatomique et chirurgicale. Vous avez parlé de vulgarisation, mais aussi d'illustration pour la formation. On pense aussi à l'illustration pour la recherche. Et justement sur ces deux derniers aspects, en termes d'usage du dessin, la formation et la recherche, il nous reste quelques minutes, 4-5 minutes seulement. Donc je voulais vous entendre sur un projet récent que vous avez mené autour de la simulation en santé et qui montre en fait tout l'intérêt d'une approche visuelle et de collaboration entre art et sciences pour des enjeux très concrets de médecine et qui montre aussi l'évolution de la médecine elle-même. Alors oui, je pense que vous faites allusion à ce travail qu'on a mené avec l'UNISIM, c'est l'unité de simulation européenne en santé de Strasbourg. Et donc, ça a donné ça a donné un site internet qui s'appelle didactique-simulation.fr, qui a été financé par l'IDEX Formation de l'Université de Strasbourg. Donc, c'est un travail qui nous a mené pendant 3 ans autour de la création, de la co-création de supports de formation par la simulation en santé. Et donc, c'est vraiment un domaine totalement passionnant, avec des gens passionnants également, qui s'intéressent à la pédagogie et qui essayent de renouveler effectivement l'approche de l'enseignement en médecine. Donc, pendant des années, on a eu un enseignement très vertical, avec l'idée que voilà, on allait en fac de médecine, dans des amphis, avec des enseignants qui nous dispensaient un savoir. Après, et parallèlement, il y a eu aussi évidemment tout l'enseignement clinique, où on était au lit du patient et où la formation se fait par l'acte sur le patient. Alors ça pose effectivement pas mal de questions à la fois éthiques, et aujourd'hui il y a des comportements qui sont plus vraiment acceptés ni acceptables, au sens où les patients indigents étaient pendant tout un temps les supports de formation des étudiants. Donc une fois qu'ils avaient l'apprentissage théorique, ils s'exerçaient sur les patients eux-mêmes. Aujourd'hui, on a cette étape intermédiaire qui s'appelle la simulation. Et donc, en fait, on travaille non pas directement sur le patient, donc la formule qui est pas exacte, mais qui dit jamais la première fois sur le patient. Il y a toujours une première fois sur le patient, mais d'une certaine façon, la simulation, c'est ça. C'est on s'exerce avant sur des supports de simulation avant d'intervenir sur le patient. Et donc, ces supports de formation, ils peuvent passer, et donc c'est là où vous êtes tout à fait dans le juste, ils peuvent passer évidemment par le dessin, par l'image, par l'illustration, mais aussi par l'objet. Et nous, en didactique visuelle, moi, ce que j'adore, c'est travailler dans toute cette gamme de supports. Donc, les étudiants créent, donc c'est ce qui est montré, restitué sur le site, créent des supports de formation qui sont à la fois destinés aux personnes en formation, qui peuvent être des étudiants, mais aussi des personnes en formation continue, et qui sont des supports qui vont la gamme des supports est extrêmement large. Ça va de jeux entre guillemets de cartes ou de systèmes visuels à des représentations en volume, ce qu'on appelle des manips, donc des objets que les
que les formateurs et les personnes en formation peuvent manipuler, etc. Et donc là, on est dans la didactique médicale à 150%. Est-ce que vous pouvez, parce que malheureusement, on arrive au bout du temps dont nous disposons, est-ce que vous pouvez juste rappeler le nom du site internet et on invite tous les auditeurs et les auditrices à aller voir effectivement cette grande diversité de projets qui fait la démonstration de l'intérêt d'une approche art et sciences en matière de médecine. Le nom du site internet et on finira là-dessus. D'accord, donc c'est didactique-simulation.fr. Je vous remercie beaucoup, Olivier, pour votre C'est présence. moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Radio Anthropocène.